Bien, nous allons aborder des éléments autour du fonctionnement hydrique des sols et en faisant un focus fort sur les effets de l'agriculture de conservation sur ce fonctionnement hydrique. Pour cela, je vais rapidement présenter des éléments clés sur le fonctionnement hydrique des sols de façon générale, puis je détaillerai les effets en termes de fonctionnement hydrique et en particulier sur la gestion quantitative de l'eau à la parcelle des pratiques de l'agriculture de conservation. Donc en premier lieu, un rappel sur la multifonctionnalité des sols. Donc, on attend des sols aujourd'hui un grand nombre de services écosystémiques. Ce qui va nous intéresser aujourd'hui concerne plus particulièrement les services autour de l'infiltration et de la restitution d'eau pour les plantes, et ce, afin de limiter des phénomènes de crue et de dégradation des sols et des eaux par des phénomènes d'érosion. Mais on verra que ces fonctions sont intimement liées à d'autres fonctions, et notamment celle de séquestration du carbone dans nos sols, qui va permettre d'améliorer notamment ses capacités d'infiltration et de stabilité. Et également, on évoquera la possibilité d'améliorer la qualité biologique des sols, qui peut également avoir un fort impact sur l'alimentation hydrique des plantes. Alors, un rappel important, le sol est un système interactif qui repose sur des états physiques, chimiques et biologiques qui sont en étroite relation les uns avec les autres. Et donc, agir sur l'un de ces états ou l'une de ces propriétés va avoir des conséquences sur l'ensemble. Donc, quand on va s'intéresser au fonctionnement hydrique, qui peut se rassembler plutôt sous l'entête propriétés physiques, il faut avoir bien conscience que le fonctionnement biologique et les propriétés chimiques du milieu vont agir également. Si on s'intéresse également à ce fonctionnement hydrique du sol, il faut percevoir qu'il est distribué à l'échelle spatiale et notamment à l'échelle de bassins versants, et que des effets à un endroit d'une parcelle donnée vont avoir des conséquences sur l'ensemble du fonctionnement hydrique de ce bassin versant. Et par ailleurs, l'intensité des effets que l'on va pouvoir mesurer, dont je vais présenter certains résultats, sont à moduler en fonction des types de sols. On n'attend pas le même niveau d'effet selon que l'on s'intéresse à des sols qui vont être plutôt argileux ou des sols qui vont être au contraire très sableux. Mais la tendance et les tendances que je vais par la suite exposer sont communes à tous les types de sols, donc on comprend bien que c'est leur niveau d'intensité qui va varier. Alors, si l'on regarde un peu précisément ce qui se passe dans un sol en termes de fonctionnement hydrique, il faut avoir en tête que deux composantes majeures, argile et matières organiques, vont contrôler une grande partie de ce fonctionnement et du devenir de l'eau. Alors, cela s'opère par le fait que ces éléments sont principalement chargés négativement, donc argile et matières organiques. Ce complexe argilo-humique est donc lié entre eux, ces éléments sont liés entre eux par des calciums ou autres éléments positifs. Et l'eau va venir finalement se fixer en présentant elle-même des charges plutôt positives, donc via les hydrogènes, ce qui va permettre à cette eau de s'accrocher sur ces fractions solides. Plus on va avoir d'eau dans le milieu, plus on va avoir une sphère d'hydratation qui va entourer ces fractions solides, et ça se traduit concrètement et visuellement par un gonflement du sol lorsque le sol s'hydrate. Cette capacité de stockage d'eau autour du complexe argilo-humique, on le perçoit bien maintenant, dépend très clairement de la quantité de matières organiques et d'argile présentes dans ce sol, et donc est variable selon les types de sols. Si on regarde maintenant une vue un peu transversale d'un sol, vous avez au centre, on peut schématiser un macropore, imaginons un ver de terre qui serait passé, ou une galerie de racines qui aurait perforé cette macroporosité. Et puis sur le côté gauche de la représentation, un pore de plus petit diamètre, disons un mésopore, creusé, lui, par des nématodes par exemple, ou des filaments mycéliens qui se seraient par la suite décomposés. Au centre de macropore, l'eau va pouvoir être retenue, mais de façon très transitoire et très peu stable, puisqu'elles s'accrochent entre elles, les molécules, par délocalisation des charges électriques. Et finalement, l'action principale qui va s'exercer au sein de ce macropore est liée à la gravité. Donc on va avoir un petit peu de rétention d'eau autour de la paroi du macropore, notamment si c'est une galerie d'origine biologique par des vers de terre, puisqu'il y a un mucus organique qui permet cet accrochage. Mais finalement, très peu d'eau va être stockée. Alors qu'au contraire, dans les méso- et micropores, tels que représentés sur la gauche du schéma, la densité de charge électrique va permettre un stockage de l'eau important. Et donc, la racine de la plante qui va se développer dans ce sol pourra valoriser principalement l'eau retenue dans cette mésoporosité et une partie de cette microporosité, alors qu'elle ne valorisera quasiment pas l'eau contenue temporairement dans la macroporosité. Ce qui est important également à percevoir, c'est que lorsque l'eau va être trop fortement liée aux fractions solides, donc dans la microporosité, elle ne sera pas disponible pour la plante. Donc il y a finalement une plage entre l'eau gravitaire qui va s'écouler et cette microporosité
dans lequel de l'eau va être stockée trop énergétiquement, de manière trop forte pour une extraction par la plante, mais finalement, cette plage, c'est ce qu'on appelle le réservoir utilisable. Enfin, un autre point important, c'est que cette eau va circuler dans un sol en empruntant des pores de taille croissante, en commençant par circuler dans des pores de petite taille, tout simplement parce qu'ils ont des densités de charge électrique très fortes qui vont attirer cette eau, puis en remplissant progressivement les méso- et macropores si les intensités de pluie activent cette saturation complète du sol. Et donc, c'est particulièrement important dans le cadre d'événements climatiques forts, avec des intensités de pluie importantes, d'avoir cette gamme de macropores présente. Mais vous comprenez qu'elle ne jouera pas un rôle dans le cadre de pluies de faible intensité. Là, il faut plutôt miser sur la micro- et mésoporosité. Un autre point également important, c'est que ce fonctionnement hydrique dépend étroitement de la connectivité des pores entre eux, et que cette connectivité, elle est principalement assurée par des pores d'origine biologique. On comprend bien qu'un travail du sol va créer de la porosité, mais qui sera très peu connectée entre elles, ce qui jouera moins dans la conduction de l'eau, et ce, à l'échelle de l'ensemble du profil de sol. Alors, la notion de réservoir utilisable, finalement, c'est véritablement l'expression de ce que je viens de dire, à savoir une eau qui va s'écouler par gravité, qui sera peu utilisable, voire pas utilisable par la plante, et une eau qui va être trop fortement liée aux particules solides du sol, qui sera également peu utilisable. Le RU, c'est entre ces deux bornes, et donc ce qui va nous intéresser quand on va modifier des pratiques agricoles, c'est d'essayer d'augmenter la taille de ce réservoir utilisable, qui dépend, on l'a bien compris, notamment de la gamme de micro- et mésopores, elles-mêmes intimement liées aux teneurs en carbone et en argile des sols et à la stabilité des agrégats et de la porosité créée. Si on regarde maintenant à l'échelle d'un profil complet, on peut estimer le RU horizon par horizon d'un sol, et finalement le RU total de ce sol sera l'intégralité des réservoirs cumulés entre eux et explorables par les racines. Il est important d'avoir en tête que s'il y a une discontinuité qui s'opère et qui empêche une exploration racinaire, on limitera la taille du réservoir utilisable à la zone prospectée par les racines. Si on s'intéresse donc maintenant à l'agriculture de conservation, donc elle repose sur trois piliers majeurs, à savoir la rotation ou succession de cultures diversifiées, maximisant les temps de couverture des sols, par des cultures de rente ou en s'appuyant sur des cultures intermédiaires, donc des couverts végétaux, vous avez ici une illustration, donc c'est le deuxième pilier, et en supprimant ou en réduisant très fortement le travail du sol. Vous avez ici une illustration photographique d'un semi-direct dans un couvert végétal, et une autre illustration qui montre du maïs qui s'est développé dans un couvert de févrole. Donc on a eu également un semi-direct. Donc on voit que le sol est totalement couvert, peu de travail du sol, et donc les propriétés et les effets vont être importants sur le fonctionnement hydrique de celui-ci. Alors en premier lieu, on a cherché, notamment dans le cadre du projet Bagage, donc qui était un projet mené à l'échelle du bassin Dour-Garonne et cofinancé par l'Agence de l'eau et la région Occitanie, on a cherché à comprendre comment évoluait le réservoir utilisable des sols, et on a constaté qu'il augmentait principalement dans l'horizon de surface de 10 à 15% sur les systèmes en agriculture de conservation pratiqués depuis longtemps. En profondeur, on a vu peu, voire pas d'effet. Un bémol quand même à cela, c'est qu'on est allé dans des systèmes les plus anciens, mais qui n'ont que 20 ans, et c'est chez eux que l'on a pu voir des petits effets. Donc il est possible qu'il y ait des effets cumulatifs qui s'opèrent au-delà de 20 ans, qu'on n'a pas pu estimer. Il faut aussi avoir en tête que nos techniques d'investigation pour estimer ce RU ne sont pas extrêmement précises et fines, et que peut-être on a une limite sur nos capacités métrologiques pour estimer la taille des RU et les évolutions de celui-ci. Et par ailleurs, on a pu voir qu'il était important de développer de nouveaux référentiels propres à l'agriculture de conservation, car en utilisant les outils et méthodes développées jusqu'à présent principalement dans les systèmes travaillés, on avait une déconnexion des valeurs obtenues de réservoirs utilisables avec ceux que l'on a véritablement mesurés au champ. Deuxième point central, c'est que pour favoriser l'infiltration et la valorisation de l'eau par les plantes, il faut que les capacités d'infiltration du sol soient importantes. Et ce que l'on a pu voir, c'est que dans les systèmes travaillés, elles pouvaient être éventuellement importantes, mais ce, peu de temps après le travail du sol. Et que très rapidement, on a une densification qui s'opère et une perte de capacité de conductivité hydraulique des sols, donc qui est la capacité du milieu poreux à se laisser traverser par l'eau, et ce en lien avec une augmentation de la densité de ce sol. En gros, il reprend en masse, et finalement, si on estime les capacités d'infiltration ou le réservoir utilisable, il faut avoir en tête que dans les systèmes travaillés, il est très dynamique dans le temps, alors que dans les systèmes en agriculture de conservation, il est relativement stable dans le temps du fait qu'on
on ne perturbe pas le sol et la fluctuation que l'on observe, elle est principalement due au développement végétatif des plantes ou des couverts végétaux et à leur destruction. Et donc, elle a une amplitude de variation beaucoup plus faible. Et donc, au final, la conductivité dans ces milieux est plus élevée. La densité peut être plus élevée. D'ailleurs, les agriculteurs disent que nos sols sont plus portants. Mais cette densité, bien que plus élevée, ne traduit pas d'une moindre conductivité. Et cela s'explique par le fait que quand on travaille le sol, on crée de la porosité totale, mais peu connectée entre elles, alors que dans les systèmes sans travail du sol, cette porosité totale est peut-être moins importante, mais les pores qu'il y a à l'intérieur sont très connectés entre eux. Et donc finalement, sur la conduction de l'eau, il vaut mieux avoir moins de pores, mais très connectés, que beaucoup de pores peu connectés. Donc là, c'est important, parce que du coup, le levier ACS sur le fonctionnement et les capacités d'infiltration du sol joue à plein. Alors cela s'explique par l'enrichissement notamment des horizons de surface en carbone organique qui viennent stabiliser les agrégats. Vous avez sur la gauche une illustration d'un sol en ACS sur la partie gauche de la photo et à droite en agriculture conventionnelle. Et on voit très clairement la destruction et la désagrégation de l'agrégat sur le système qui est travaillé. La stabilité liée au carbone stabilise, cimente finalement les agrégats entre eux et évite ce problème. Et on a pu constater dans le cadre du projet Bagage un enrichissement qui peut être important dans des sols initialement pauvres en carbone. Je prends le cas du site Gersois que vous avez sur le tableau, où on a augmenté d'1 tonne de carbone par hectare et par rang dans le système en ACS, comparativement au système voisin qui est labouré. Donc vous aurez une photo dans un instant. Et que dans des sols très riches, on a des effets qui sont moindres. Donc ça refait le lien avec ce que j'ai dit en début d'exposé, à savoir que les effets que l'on peut en attendre vont quand même dépendre des sols sur lesquels on les met en œuvre. Pour augmenter les stocks de carbone dans les sols, dans les systèmes céréaliers, le levier principal, c'est les couverts végétaux. Le site en ACS dans le Gers, c'était un éleveur, donc il avait en plus des effluents organiques qui étaient apportés. Donc c'est pour ça qu'on a eu une telle augmentation de carbone dans ces sols que l'on n'observe pas dans des sols dans lesquels le levier élevage n'est pas présent. Et donc là, il faut vraiment miser sur des plantes de service restituées pour accroître et bénéficier des effets positifs en termes de stabilité des agrégats par le carbone. Donc il faut des couverts végétaux. Ici, l'illustration, et ça sera le dernier levier que l'on a identifié de modification du fonctionnement hydrique des sols en lien avec les pratiques de l'ACS. Vous avez sur la gauche une parcelle en agriculture de conservation donc depuis 20 ans, c'est celle que j'évoquais dans le Gers, et sur la droite, le voisin en labour annuel avec une monoculture de maïs mise en place et pas de couvert. Et ce que l'on a pu observer en termes de fonctionnement hydrique du sol, donc vous aviez l'illustration des 2 fosses ouvertes. Sur la partie gauche, on voit un sol qui est frais, mais dans lequel on n'identifie pas d'eau libre. Il n'y a pas d'écoulement visuel d'eau, alors que sur la partie droite, très clairement, et ce après une petite pluie, c'était 20 mm apportés de pluie sur cette parcelle sur les 24 heures passées, donc c'est pas énorme. On a un écoulement qui s'opère avec de l'eau libre à 25 cm, qui traduit en fait une rupture de continuité hydraulique. Donc on a de l'infiltration sur 0,25 qui s'opère et qui arrive sur une zone dans laquelle les tuyaux sont plus connectés et qui s'écoule par des écoulements de subsurface sur l'ensemble de la parcelle. Donc on a ouvert des profils équivalents à différents endroits, on avait ce phénomène visible partout, alors que sur l'autre côté, on a véritablement un sol qui s'est humecté sur l'ensemble du profil, et on a pu observer pendant la période estivale, donc au moment où il y avait des maïs ou des sojas en place, une prospection racinaire qui colonisait l'ensemble du profil sur la gauche, alors que les racines s'arrêtaient à l'horizon labouré, 25 cm, sur la droite, lié au fait que vous aviez une zone un peu plus compacte, empêchant le développement simple des racines, et en plus, quand l'irrigation se déclenche, est déclenchée par l'agriculteur, cette infiltration qui conduit à cette circulation à 25 cm de l'eau, et là, les racines ne se développent pas parce qu'elles n'aiment pas baigner dans l'eau de façon régulière. Donc, elles s'arrêtent juste au-dessus. Finalement, des tailles de RU que l'on pourrait imaginer équivalentes parce qu'on a des profondeurs de sol de 60 cm dans les 2 cas, en dessous, on est sur du grep, alors qu'en fait, elle est de 25 cm sur la partie en agriculture de conservation. Donc, en conclusion, on a observé des effets à 3 niveaux principalement des pratiques d'agriculture de conservation. On augmente la taille du RU principalement dans l'horizon de surface en lien avec l'augmentation du carbone organique. On améliore la stabilité des agrégats dans ces sols, ce qui conduit à une meilleure stabilité des capacités d'infiltration et une meilleure capacité d'infiltration tout court. Donc c'est très important sur la dynamique de remplissage et de vidange de ce réservoir utilisable. Et en plus, on a une meilleure connectivité du réseau poral et ce à l'échelle du profil de sol dans son intégralité, sans rupture de continuité hydraulique, ce qui permet d'une part de mieux valoriser l'eau de pluie ou d'irrigation, puisqu'elle s'infiltre mieux de façon plus stable dans le temps et elle percole sur l'ensemble du profil. C'est intéressant pour recharger l'ensemble du RU. Et en plus, on a pu observer une meilleure prospection racinaire liée à une absence de discontinuité liée au travail du sol.
Alors pour autant, nos résultats soulignent également la nécessité de développer des référentiels propres. J'évoquais la notion de densité apparente. Une même valeur n'a pas du tout la même signification en termes de conductivité hydraulique. Et c'est très important de pouvoir avoir ces référentiels pour mieux estimer la taille des RU dans les sols conduits en ACS versus travaillés. Et aujourd'hui, on a comme perspective d'analyser, notamment par des modèles, les interactions entre ces différents effets pour mieux estimer les économies d'eau potentielles à l'échelle de ces parcelles, envisager du coup un déploiement sur un territoire plus large, voir ce que cela a comme conséquence, et essayer aussi d'intégrer les effets potentiels liés à une amélioration de l'activité biologique qui a été également constatée dans le cadre du projet Bagage sur ces sols, en particulier l'activité mycorhizienne, qui permet une prospection encore accrue du volume de sol par les racines. Je vous remercie pour votre attention.